C'est l'heure de la grande édition sur la télévision nationale. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Dans l'actualité, les violences policières pour infraction au code de la route au cœur des questions orales adressées au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et la hiérarchie policière étaient devant la représentation nationale hier. Des textes en français ou en anglais, doublés en audio dans les langues Fon, Dindi et Yoruba, c'est désormais possible grâce à la technologie. Le hackathon J'aime ma langue a livré son verdict hier au Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Et puis ce soir, le dossier culture nous emmène à la découverte d'un concept novateur de musique, l'afro-ethnique, promu et développé par l'artiste Sam Debord, un batteur et percussionniste béninois. Bienvenue à toutes et à tous. Il ne faudra plus en douter, le Bénin est juste à quelques pas de devenir un acteur majeur de l'IA dans la sous-région ouest-africaine. Le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle en a donné la preuve avec la possibilité désormais d'avoir un texte en n'importe quelle langue étrangère, traduit ou doublé en audio dans les langues Fon, Dindi et Yoruba. C'est le fruit du hackathon dénommé J'aime ma langue. Les précisions avec Ulvaeus Balogun. Mero bisibu na be tobra ton kuro tondro na be kuro tobra na be siara kai kana yokai be semenon gedin wikia bum soaso. Je continue. En langue locale, battons-nous qu'elle plante le décor pour souhaiter la bienvenue aux participants de cet événement qui met les langues au centre de ses enjeux. Imaginez que dans cette salle, on ait un dispositif basé sur l'intelligence artificielle qui me permettrait de délivrer le message que j'ai à vous délivrer ce soir dans la langue que je parle le mieux, dans ma langue maternelle. Et que chacun de vous, vous ayez à votre disposition, grâce à ce dispositif, la possibilité d'écouter mon message, de l'entendre dans la langue que vous aurez choisie. Imaginez cela. Un monde d'imagination et de possibilités avec au cœur de son action l'intelligence artificielle. C'est tout le sens de ce rendez-vous incontournable sur la convergence des possibilités entre l'IA et l'entrepreneuriat numérique. Le débat qui existe aujourd'hui par rapport au ralentissement de l'introduction de l'intelligence artificielle ou de technologies liées à celle-ci dans les produits ou dans l'usage de tous les jours est beaucoup moins important que la question qui consiste à se demander comment faire pour que les bénéfices de cette technologie arrivent à tout le monde, partout dans le monde. Cette possibilité se traduit ici, au Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle CENIA. On y vibre au rythme de l'innovation technologique avec un challenge, le hackathon multimodal et multilingue. Le hackathon multimodal et multilingue que nous avons eu à réaliser, premier du type en Afrique, ce hackathon nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Il nous a permis de nous rendre compte que nos langues sont une richesse, ça on le savait déjà. Mais en même temps, il nous a permis aussi de pouvoir mettre en compétition plus de 2000 développeurs. À l'arrivée, 3 équipes gagnantes. Avec leurs solutions, désormais, le Bénin pourra efficacement adresser les problèmes de développement qui se posent. Je m'engage à ce que les lauréats que nous avons vus tout à l'heure, que nous puissions les encourager à pouvoir voir leurs solutions implémentées réellement pour résoudre des problématiques concrètes. Ce hackathon multimodal et multilingue vise donc à développer des applications d'intelligence artificielle capables de transformer du texte ou de l'audio en image et de l'audio en audio en utilisant les dialectes locaux tels que le Fon, le Dindi et le Yoruba. Il entend ainsi promouvoir l'innovation dans les secteurs de l'audiovisuel, du tourisme et de l'agriculture, tout en préservant la richesse culturelle des communautés béninoises.
Et les enjeux et perspectives de ce hackathon J'aime ma langue, on les découvre avec Ulvaïs Balogun qui était au Palais des Congrès de Cotonou où s'est tenu le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Le code QR est une nouvelle désignation qui rentre doucement dans les habitudes. Dans l'univers du numérique, il est perçu comme un symbole renfermant des informations que seules des personnes averties peuvent déchiffrer. C'est ainsi que, dans cette salle, panélistes et participants du Salon du numérique défrichent comme un maïs le format code QR. Le code QR, c'est une image qu'on peut essayer de scanner avec son téléphone et accéder à un emplacement sur le web. Ça peut être vers un site web, ça peut être vers un réseau social, ça peut être vers des informations stockées sur une page web spécifique. Donc voilà ce que c'est qu'un code QR. Au lieu d'avoir 5 ou 10 présentations qui vous disent ce que fait la société, comment elle fait ses produits et services, nous vous offrons un code QR. Et ce code QR, donc, c'est un peu ce que vous avez là à l'écran et qui se trouve aussi sur notre quartier mono. Et donc le QR a encapsulé l'adresse URL, l'adresse web, qui vous permet d'aller sur un site web où vous allez pouvoir tranquillement regarder toutes les informations. Le format code QR pour l'interopérabilité régionale est l'un des thèmes débattus au Salon SNIA qui draine du monde. Aujourd'hui, les services qui découlent du numérique foisonnent. Ici, nous sommes venus à la fois. On a par exemple mis un code QR sur nos visuels de communication pour que quiconque scanne ce code puisse accéder directement à la plateforme. Il faut dire que l'imprimante 3D que vous voyez là, c'est une imprimante qui est déjà disponible dans plusieurs zones, par exemple. Donc, quand vous parlez de la connectivité et autres, déjà, c'est de valoriser ces innovations-là et de les mettre à disposition de sorte que, peu importe dans le monde, on puisse avoir accès sans difficulté. Au regard de ces nombreux avantages, le code QR est un outil de sécurisation des informations destiné à des personnes qui ont droit d'accès à l'information. Vous venez plutôt de suivre, mesdames, messieurs, les précisions sur le code QR sur lequel s'est penché aussi le CENIA, Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Un panel était consacré à son rôle dans l'interopérabilité régionale. Nous revenons à présent sur les enjeux et les perspectives du hackathon multimodal et multilangue J'aime ma langue, toujours avec Ulvaïs Balogun. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour préserver, promouvoir et développer les langues locales est aujourd'hui plus qu'un enjeu du développement. Et le CENIA 2024 y trouve d'ailleurs un grand intérêt avec l'organisation du hackathon multimodal et multilingue doublé de la campagne J'aime ma langue, une initiative qui promeut la diversité linguistique et culturelle. Ici, au Palais des Congrès de Cotonou, où se tient l'événement, eh bien, les réflexions tournent autour de la recherche en IA, mais mieux encore, autour de la nécessité de la préservation de la langue grâce à cet outil. Nous sommes avec Maounan Akplogan, le coordonnateur du programme Hackathon, ici sur le site du CENIA. Il y a un hackathon multimodal et multilingue qui a été organisé dans le cadre de ce CENIA. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Déjà, avant tout, un hackathon, c'est un concours, en fait, une espèce de compétition entre des gens qui savent développer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on lance un challenge compliqué, normalement quelque chose qui doit être réalisé en 3 ans, il faut le faire en 3 jours. Et donc là, on a décidé de soumettre à la communauté des problématiques autour de nos langues locales. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire des modèles d'IA capables de parler du Dendi, du Yoruba, du Fon, et tout ça en 3 jours. Et ça, c'est le challenge qui a été lancé, notamment dans la perspective de faire du doublage de films ou plein d'autres choses. Et le défi a-t-il été relevé par les participants? On avait déjà au Bénin, ne serait-ce qu'au Bénin, on avait 32 projets. On avait une dizaine de projets qui étaient exceptionnels. Il y a 3 qui ont été primés. Et donc, c'est les meilleurs projets. C'était assez intéressant. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a démontré qu'on est capable de pouvoir entraîner des modèles de langage dans nos langues. Ça, c'est ce qu'on peut conclure. Ça veut dire qu'en fait, que si on continue le travail et que si la recherche continue dans ce sens, demain, vous pouvez avoir des gens dans le marché, sur le marché à Dantokba qui pourront lire le matin ou la fraternité, les journaux sans problème. Ou même des films en anglais que vous allez voir directement à la volée dans nos langues.
Dans les exemples qu'on a vus hier, il y avait un jeune qui permettait justement de pouvoir doubler des films. C'est un début. Il y a quelqu'un qui a montré que juste avec une petite photo, d'accord, on pourrait arriver à lire un journal en Yoruba. Il y a plein de choses dans ce sens-là. Je pense que dès l'instant où des entreprises prennent le sujet, et ça va être ce qui va être fait, parce que CMS-City va accompagner ces différentes personnes dans le cadre d'un programme d'incubation, et ça va leur permettre du coup à la fin de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour développer des structures. Mais il faut des entreprises, il faut des startups pour porter en fait ce type de projet par la suite. Et c'est ce qui a commencé d'ailleurs, parce que les lauréats seront incubés justement dans cette optique. J'ai vu des jeunes dans des marchés, j'ai vu des émigrants en train de parler du fond, j'ai vu la madame, la ministre en train de parler le bâtonnou au démarrage. C'est ce que nous on a envie de voir. Et c'est justement ça, en fait, j'aime ma langue, c'est ça. La technologie est au service de ce type de projet. Et c'est ce que l'IA va permettre de faire. On sera au service en fait justement de ce type de programme. Et si ça peut aider, ce sera déjà très bien. Une preuve que les technologies de l'information et de la communication continuent de jouer un rôle de plus en plus capital. Aujourd'hui, dans le développement de l'humanité, chaque jour, des recherches sont faites pour développer l'accès au TIC afin de garantir que les communautés disposent des informations et des moyens de communication adéquats. Pour quelle place, ou du moins pour la place qu'elles occupent, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a été instaurée pour attirer l'attention du monde entier sur leur importance. Cette journée est célébrée chaque 17 mai. Aujourd'hui donc, occasion pour Esther Amessiga de nous donner plus de détails. Elle a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'offre l'utilisation de l'Internet et des TIC dans les domaines économiques et sociaux. Célébrée chaque 17 mai depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information marque également la signature historique de la première convention télégraphique internationale et la création de l'Union télégraphique internationale en 1865. Et depuis, l'Union œuvre résolument à mettre les avantages des technologies, de l'information et de la communication à la portée de toute l'humanité. De la naissance du télégraphe aux communications par satellite et à l'Internet, en passant par la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les travaux de l'Union ont contribué à tirer parti des potentialités scientifiques et technologiques pour répondre à un besoin fondamental de l'homme, celui de communiquer. Chaque année, un thème d'actualité est choisi et des manifestations visant à mettre ce thème à l'honneur ont lieu dans le monde entier. Pour attirer l'attention de tous sur l'importance de cette journée, les membres de l'Union ont choisi cette année comme thème « Créer une société de l'information équitable. Il est temps d'agir ». Si le Bénin est un pays déterminant pour l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en voici une preuve. Les fonctionnaires parlementaires du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal participent depuis le 14 mai dernier à un séminaire de 4 jours sur les techniques de rédaction de la loi et les techniques de transcription des débats parlementaires. Avant la fin de leur séjour, une délégation de l'APF s'est rendue au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Les impressions des hôtes de Louis Vlavonou, c'est avec le représentant de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au regard de ce que nous discutons avec les fonctionnaires, nous avons trouvé bon de ne pas arriver au Bénin sans chercher au moins à avoir l'occasion d'échanger avec la haute autorité politique parlementaire pour pouvoir lui marquer notre admiration pour avoir demandé cette formation et montrer combien de fois les agents ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la formation et participent beaucoup et aux différents travaux avec les échanges de leurs collègues qui sont venus des autres pays. Les discussions ont été vraiment très satisfaisantes pour nous parce que le président s'est montré assez disponible pour nous et il a dit que les portes de l'Assemblée nationale nous étaient ouvertes et qu'à tout moment que nous nous sentions chez nous au Bénin et de venir quand nous voulons, comme nous voulons pour pouvoir toujours participer aux travaux ici. Et les parlementaires béninois sont désormais fixés sur les mesures disciplinaires urgentes prises à l'encontre des auteurs des violences policières pour infraction au code de la route. Le député Abdoulaye Gounou interrogeait le gouvernement sur cette question d'actualité et le ministre de l'Intérieur
accompagné de la hiérarchie policière, répondait hier devant la représentation nationale. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour prévenir de telles exactions? Les précisions avec Firmin Bassao. Un sujet d'actualité ayant enflammé la toile dans le courant du mois d'avril 2024 qui refait surface à l'Assemblée nationale. Depuis le début des opérations relatives à la répression des infractions au code de la route, il a été donné de constater un certain nombre d'abus comportementaux de certains fonctionnaires de police républicaine dans l'exécution de cette mission. Le dernier fait qui a retenu autant d'attention sur les plateformes communicatives est celui survenu à Nati Tengou. Dans un état de droit, des fonctionnaires de police sont-ils fondés à infliger un traitement aussi dégradant et inhumain à un paisible citoyen, traitement digne de l'époque de la traite négrière? Le fonctionnaire de police républicaine s'abstient de répondre aux provocations. Le fonctionnaire de police républicaine évite toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Il ne doit pas avoir recours à un usage disproportionné de la force, ni proférer des menaces ou faire de l'intimidation ou du harcèlement. Le fonctionnaire de la police républicaine est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement et autres termes de politesse. Il se comporte en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. La fabrication et la vente des boissons frelatées, un autre sujet qui a alimenté les débats au cours de la même plénière. Et la représentation nationale ne veut pas se faire compter. Les réalisations en cours à la zone industrielle de Glodjibé. Une première vague de députés de la 9e législature a effectué une visite dans ce complexe de transformation des produits locaux. Après le parcours de différentes unités de production, vous allez le voir, ils restent agréablement surpris par la transformation économique qui s'opère. Si la GDIZ n'avait pas existé, il fallait la créer, disent-elles. Firmin Bassao. À bord d'un bus de transport en commun de l'Assemblée nationale, une première vague de députés de la 9e législature font leur débarquement sur la terre de Glodjibé et précisément dans la zone industrielle. C'est ici que s'opère toute la transformation économique du Bénin depuis peu. C'est un projet qui est en cours depuis 2020 et nous avons développé la première phase. Donc, cette loi qui a permis le développement de cette zone a été votée par les députés à l'Assemblée nationale. Donc il convient que ces députés viennent voir l'état d'avancement des travaux et de mise en œuvre du projet. Donc ce jour, nous les avons reçus. On a échangé globalement sur le projet et nous avons procédé à la visite du site. Je voudrais au passage remercier et féliciter le gouvernement pour sa cohérence. Le développement économique dont il est question dans le PAG qui passe par l'industrialisation est corroboré par cette zone qui est à son début mais déjà est gigantesque et magnifique. On a vu dans les unités de transformation, dans le textile, dans les ateliers de couture, dans la transformation des produits, on a vu des jeunes, des filles comme des garçons, des jeunes hommes, des jeunes dames qui sont venus d'un peu partout du pays. Et là, c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir ce joyau. Je pense que d'ici 5 ans, quand tout le potentiel de cette zone industrielle sera développé, le Bénin fera partie des pays qu'on peut appeler pays industrialisés. C'est un gros investissement qui a été fait. Si c'est bien exploité, cela pourra permettre de développer notre pays, le Bénin. Quand on est béninois et qu'on a la fibre patriotique, on doit pouvoir être fier de ce qui s'est fait et qui continue, parce que j'ai vu que c'est le chantier continu. J'ai vu les aménagements qui continuent, des salles qu'on continue de construire, des unités qui sont toujours en cours d'installation. Au cours de sa première phase, cette zone industrielle spéciale devrait susciter un investissement d'au moins 1,4 milliard de dollars ainsi que la création de plus de 3000 emplois directs d'ici 2030.
La zone économique de Glodjibé en y reste puisque depuis le début de cette semaine, elle n'est plus un terrain inconnu pour plusieurs producteurs. Après ceux de l'Atacora, de l'Atlantique, du littoral et des collines, c'est au tour de ceux de l'Alibori de découvrir les activités qui se mènent au sein de la GDIZ. Alain Sochoumé et Igor Ayosso les ont suivis dans leur périple et ils nous en parlent dans ce reportage. Du département de l'Alibori, ils sont venus s'imprégner de ce qui se fait à la zone industrielle de Glodjibé. Mes impressions sont vraiment bonnes. Vraiment, les mots me manquent parce que si je ne venais pas et qu'on me racontait, en tout cas, j'allais imaginer comment est-ce que ça s'est passé. Autre chose, c'est de rester de loin et autre chose, de venir toucher la réalité au bout des doigts. Surtout à l'endroit de nos jeunes filles. Parce que j'étais émue. Moi, j'ai vu, il y avait beaucoup de filles. Vous voyez, ces filles-là, demain, qui sont appelées à aider leurs parents, appelées à aider leurs maris dans le foyer. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, mes yeux ont vu. Et mes yeux ont vu des choses extraordinaires qu'ils n'avaient jamais vues. Et on nous a dit que ce que nous avons vu, ce n'est que le début. Et ce que nous avons déjà vu pour nous, c'est déjà beaucoup. Vous comprenez que l'avenir sera meilleur. Les producteurs agricoles du Septentrion ne seront plus du reste des fournisseurs de matières premières pour les industries de Glodjibé. Je serai la première personne arrivée chez moi, mobiliser mes parents producteurs et à mettre sous terre les anacades pour que le Bénin puisse être plus développé, pour que nos jeunes puissent quand même sortir de la pauvreté. Et encore le coton. Vous savez, le coton, c'est le Nord. Tout ce que je viens de voir, il va falloir sensibiliser nos parents et les paysans, je suis sûr et très persuadé qu'ils le feront. Si vous ne voyez pas ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne pouvez vraiment pas comprendre. Vous savez, le producteur, lui veut vendre toujours cher. Lui ne sait pas qu'en laissant sortir ses produits bruts dans les pays voisins ou même à l'extérieur, il ne sait pas que c'est l'emploi qui s'évade. Il ne sait pas que c'est la valeur ajoutée qui s'évade. Il ne sait pas que si le pays, mon pays, avait pu transformer, avait pu créer ces valeurs ajoutées, il ne sait pas que c'est ça qui revient. Il faut que désormais mes parents puissent comprendre que c'est ce que nous laissons partir là, qui devrait être transformé pour qu'on vienne régler les problèmes de la société. À l'issue de ce qu'ils ont vu et observé, des propositions sont faites à l'endroit de la société d'investissement et de promotion des industries. Moi, je souhaiterais, je suis dans le palmier à eux, si on pouvait faire aussi de raffinerie ici pour le palmier à huile. Nous avons 2 huiles dans le palmier à huile. Et ces dérivés, n'en parlons pas. Les cosmétiques qu'on nous envoie, si on pouvait le faire ça ici, vraiment, moi, c'est ma demande. Mon souhait est que si les Béninois et les Béninoises, comme moi, comme nous qui avons fait le déplacement, peuvent quand même être de la partie pour qu'ils puissent être invités, ça serait une bonne chose. En 16 mois d'activité, la GDIZ fait des pas vers sa vitesse de croisière avec de nouvelles unités industrielles qui s'installent. À Ouida, les sages, les dignitaires du culte vaudou et les têtes couronnées sont reconnaissants au chef de l'État et au gouvernement. Ils se sont retrouvés pour exprimer leur gratitude au président de la République pour le développement que connaît depuis peu la cité historique. C'est à travers une déclaration transmise au maire de la commune. Le point avec Simon Vignon et Ariane Da Silva. Une séance de prière en faveur du chef de l'État. Puis un message pour lui exprimer la reconnaissance de Ouida pour tous les projets mis en œuvre dans la commune. C'est une initiative du collectif des sages, dignitaires du culte vaudou et têtes couronnées de Ouida. Notre commune rayonne au mieux grâce à votre engagement et votre vision pour le tourisme. Grâce à vous, Ouida se métamorphose. Nous sommes persuadés
que la réalisation de tous ces chantiers donnera un visage nouveau, non seulement à la présentation physique de notre commune, mais aussi, surtout, à son économie locale et à la poche de tous ses habitants. Qu'il nous soit permis de profiter de cette occasion pour vous réitérer nos sincères remerciements pour l'initiative des Vodou Days, qui sont venus révolutionner totalement notre traditionnelle fête des 10 janvier. La commémoration de cette fête ayant réaffirmé le caractère mondial de capitale du Vaudou, Ouidah comme capitale du Vaudou, Ouidah ville sainte du Vaudou, nous devons de le remercier en dehors de tout ce qu'il fait. Le message du collectif a ensuite été remis au maire de Ouidah pour transmission au chef de l'État. C'est une initiative noble, louable. C'est la preuve que les filles et fils de Ouidah sont conscients du rôle important et du travail exceptionnel que notre président de la République abat à la tête de notre pays. Je leur ai promis de transmettre dans les plus brefs délais le message qu'ils m'ont transmis au chef de l'État. Je reste convaincu que ça va être pour lui une source d'inspiration et de motivation, parce que c'est toujours une fierté pour lui de savoir que les Béninoises et les Béninois sont totalement engagés derrière lui, le soutiennent pour qu'il puisse continuer la mission qu'il est en train de faire pour nous. À l'occasion, la situation entre le Bénin et le Niger a été évoquée. Le collectif des sages, dignitaires du culte vaudou et tête couronnée de Ouidah, salue le sens élevé de diplomatie du président Patrice Talon dans ce dossier. Place à présent au dossier culture de ce jour qui nous emmène à la découverte d'un artiste, batteur et percussionniste, initiateur d'un tout nouveau concept, un concept novateur de musique afro-ethnique. Il a pour nom Sam Debord et enchaîne des performances musicales pour présenter ce nouveau concept qu'il développe à l'espace Pura Vida de Kajeon. Nos reporters Alain Sochouma et Wenceslas Sarouan-Imon ont eu droit à une prestation qu'il nous présente ici. L'Afrique est une terre de musique. Tout objet est instrument de musique. Une identité musicale assumée et exprimée par Sam Debord qui donne naissance à ce qu'il appelle musique de poche. Je me suis inspiré de l'agriculture et j'ai apporté une touche particulière toujours dans le domaine de la percussion. Et la calebasse, il y a d'autres instruments qui s'ajoutent et ça fait assemblage de sonorités. Quand vous avez les temps morts, moi je me suis converti rapidement et je vais à la terre. Donc du coup, quand je suis avec la nature, les travaux champêtres, ça m'inspire. Donc du coup, c'est là où musique de poche est sortie, c'est-à-dire une musique facile à exporter. Il faut avoir son identité et c'est ça qu'on vend. À l'international, tu peux voyager partout dans le monde entier, mais quand tu dis que tu es béninois, on doit sentir à travers la musique que tu produis. Voilà, c'est un Béninois. Ah oui, lui il vient de quelque part et là, c'est ça que tu vends. Batteur et percussionniste, l'artiste a tropicalisé son instrument de prédilection, la batterie, dont les tomes, cymbales et grosses caisses sont remplacés par des calebasses, des tambours, des cascagnettes et même des marmites. La tradition tend la main à la modernité avec deux musiciens qui rejoignent l'artiste sur scène, donnant ainsi de voir une fusion mélodieuse et rythmique authentique, une couleur artistique qui ne laisse personne indifférent. Sans la musique, je pense qu'il y aura beaucoup de tristesse et la musique béninoise en plus a trop de variétés musicales. On a tellement de choses ici à présenter. Le message que je vais porter, c'est de soutenir nos artistes béninois parce que ce sont eux qui vendront le pays
n'importe où dans le monde entier. Et si nous les encourageons, ils peuvent faire vraiment mieux et meilleur. C'est l'heure du tour de l'actualité hors de nos frontières. Notre guide ce soir, Gloria Oni. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dénonce l'intimidation et le harcèlement dont sont victimes en Tunisie des avocats et membres des médias critiques du gouvernement et de ses politiques migratoires. Les perquisitions contre l'ordre des avocats dans ce pays portent atteinte à l'état de droit et violent les normes internationales relatives à la protection de l'indépendance et de la fonction des avocats. Selon l'ONU, de tels actes constituent des formes d'intimidation et de harcèlement. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme exhorte des autorités à respecter et à sauvegarder les libertés d'expression, d'association et de rassemblement pacifique qui sont garanties par le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la Tunisie adhère. L'appel à l'aide humanitaire de l'ONU pour secourir le Soudan en proie à une guerre civile et qui s'enfonce dans la crise est catastrophiquement sous-financé à hauteur de seulement 12%, dénonce l'ONU. L'ONU et les autres partenaires humanitaires ont besoin de 2,7 milliards de dollars cette année pour venir en aide notamment à 15 millions de personnes qui ont urgemment besoin d'aide. Rappelons que globalement 25 millions de personnes, soit la moitié de la population du Soudan, a besoin d'assistance. Ce sera tout pour le point de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Mais avant de se quitter, ce communiqué de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le cadre des élections des représentants des professionnels des médias devant siéger à la RAC pour la 7e mandature, le président Rémi Prosper Moretti invite les candidats définitivement retenus au tirage au sort en vue du positionnement de leur logo sur le bulletin unique de chaque catégorie le mardi 21 mai 2024 à la Sénat. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Bonsoir chez vous.